Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir sur So Sweet Planet Audrey Célestine pour parler de son livre « Des vies de combat », femmes au pluriel, femmes noires et libres, que j'ai adoré. Bonjour Audrey Célestine. Bonjour. Tu es historienne, enseignante et chercheuse en sciences sociales à l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis et des populations noires en France, et tu publies donc ce beau livre « Des vies de combat, femmes noires et libres » aux éditions L'Iconoclaste, une soixantaine de portraits de femmes célèbres ou inconnues. Il y a des artistes, des sportives, des scientifiques, des écrivaines, des militantes. Je vais lire un extrait du petit résumé pour que nos amis auditrices et auditeurs sachent tout de suite de quoi on parle. Des Antilles aux États-Unis, en passant par Paris, ce livre retrace la vie de ces femmes noires, libres, inspirantes, des combattantes parfois méconnues, oubliées. De la fin de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, l'historienne Audrey Célestine dresse plus de 60 portraits d'héroïnes ou d'inconnues. Refusant d'être réduites à la couleur de leur peau, elles ont chanté, créé, écrit. Loin d'être des passagères clandestines de l'histoire, elles se sont battues contre l'asservissement, la ségrégation, le racisme. Aujourd'hui, leurs héritières poursuivent et réinventent leur lutte. Quel a été le point de départ de ce livre ? Le point de départ du livre, il était de raconter des vies qui, moi, me semblaient tellement importantes, qui me semblaient donner tellement d'air, tellement de souffle, et qui, pour beaucoup de mes collègues, de mes étudiants, de mes étudiantes, étaient de parfaites inconnues. Et donc voilà, moi, ça fait quelques années que je donne de plus en plus de textes écrits par des autrices noires, souvent africaines-américaines, puisque j'enseigne principalement sur les États-Unis, que je mentionne, que je parle de Maryse Condé, que je parle de ces femmes qui... je pars en fait du point de départ qui est que, globalement, les autres, ils vont les étudier dans les autres cours, donc moi je vais leur apporter quelque chose en plus qui peut vraiment donner de l'espace et de l'air. Et puis il y avait aussi la volonté de faire quelque chose qui soit à la frontière entre une écriture universitaire et puis quelque chose de plus littéraire, et qui permette du coup, par une écriture de cet ordre-là, de s'approprier des parcours, des vies qui résonnent avec tous, avec toutes. Alors tu as découpé l'ensemble en 4 parties, 4 périodes. Vivre libre, au pluriel, de fin 19e jusqu'à 1960, Clamer Black is Beautiful de 1960 à 1980, Donner de la voix de 1980 à 2000, et Assigné, EES, et 3 points de suspension, No More, année 2000, pour les années 2000. Donc c'est simple, c'est clair, la forme et le style sont très accessibles, très attrayants, les portraits sont assez courts, 3-4 pages, c'est même un peu frustrant quelquefois, et pourtant il y a 60 portraits, il y a une photo presque pour chacune, enfin pour beaucoup d'entre elles, c'est assez aéré, mais le contenu est très dense, parce que ce sont des vies qui sont vraiment très denses. Quel public souhaitais-tu touché, et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme retour sur ce livre ? Alors moi j'ai en tête un public, alors, j'avais peut-être en tête beaucoup mes étudiants et mes étudiantes, donc j'avais en tête au départ un public assez jeune. Je pense que j'ai aussi beaucoup d'espoir, je porte beaucoup d'espoir dans la jeunesse actuelle, si maltraitée. Mais j'ai l'impression qu'elle comprend aussi beaucoup de choses et que du coup, et qu'elle a besoin d'être nourrie. Je me suis dit, voilà, c'est des portraits qui peuvent nourrir ces jeunes si pleins de belles et de bonnes volontés. Mais en fait, je pense que c'est un portrait, c'est un ensemble de portraits qui peut résonner avec beaucoup de personnages. Je parle de gens à plusieurs moments de leur vie, des femmes qui sont là encore, qui sont jeunes, des femmes qui ne sont plus là, qui ont vécu très âgées. Et du coup, je pense que le livre, il peut vraiment résonner avec des personnes de tous âges, en fait. Et c'est un peu l'objectif, moi, mon objectif. Et je pense que mission sera accomplie si on me dit, mais voilà, j'ai découvert plein de gens et du coup, je vais lire une telle, et je vais lire Jamaica Kincaid, et je vais lire Zora Neale Hurston, et je vais lire Gisèle Pineau, parce que tu m'as vraiment donné envie de les lire. Moi, je le conçois vraiment comme une espèce de grande introduction. Et donc, effectivement, la taille des portraits est un peu frustrante parce qu'ils font... je rassemble beaucoup de choses dans très peu de pages.
Oui, ça a dû être un énorme travail C'était un de gros synthèse. travail Parce de que synthèse. pour faire la synthèse, il faut connaître l'ensemble. C'est ça, Donc- c'est ça. Et en même temps, l'idée, c'était pas de faire des fiches Wikipédia de toutes ces femmes, c'était vraiment de faire ressortir les raisons pour lesquelles, moi, elle m'avait tellement touchée, et Voilà. d'essayer de faire suffisamment passer la chose pour qu'on ait envie à son tour de découvrir davantage ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont fait, de voir qu'il y en a plein qui sont pas dans le livre et qui auraient complètement leur place. Et donc voilà, mon objectif, c'est d'être une passeuse et puis de donner envie de découvrir encore plus, de se dire mais pourquoi est-ce que je connaissais pas ces femmes-là qui sont complètement extraordinaires et qui vont m'aider à avancer à partir d'aujourd'hui. Bah écoute, moi je peux te dire mission réussie, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense, Merci. et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter pour partager avec toutes celles et ceux qui nous écouteront ce coup de cœur, et j'espère leur donner envie de lire ce livre, non pas seulement pour lire le livre, acheter le livre, mais parce que je pense que c'est essentiel. Tout ce qui se joue là est essentiel par rapport à ce qu'on vit en ce moment sur la planète, par rapport à des choses qui devraient avoir plus évolué et qui n'ont pas encore assez évolué, et même on a un peu l'impression en ce moment qu'on régresse. Et moi-même, je vais chercher des choses sur beaucoup de ces femmes, puisqu'il y en a pas mal que je ne connaissais pas encore. Toi, est-ce que tu les connaissais toutes, ces femmes? Alors non, je les connaissais pas toutes. Comment tu as Alors travaillé? l'exemple que j'ai vraiment en tête, c'est que, ou alors je les connaissais de très loin. Le jour de la mort de Toni Morrison, par exemple, donc qui était un moment très touchant parce que beaucoup de femmes ont écrit des mots sur les réseaux sociaux, ont fait des lettres d'amour à celles qui venaient de partir. Et j'ai une collègue américaine mais le même jour est morte Paul Marshall, dont je connaissais vraiment le nom de très très loin. J'avais jamais lu de livre d'elle. Et puis j'ai été lire un article sur elle, puis un deuxième, puis un troisième, et puis j'ai fini par lire ses livres que j'ai adorés. Et du coup, j'ai décidé de l'inclure. Après, je les connaissais toutes plus ou moins. J'avais une relation presque intime avec certaines d'entre elles, sans les connaître personnellement, hein, mais voilà, avoir grandi avec tel livre, tel ouvrage, telle chanson. J'ai une grande affection pour Ina Césaire, par exemple, qui est la fille de Aimée de Suzanne Césaire, et parce que c'est l'autrice d'une des chansons de mon enfance. Et la plupart des gens qui connaissent même cette chanson, qui est une chanson de Malavoie, ne savent pas que c'est Ina Césaire qui a écrit cette chanson, mais pour moi c'est Quelle vraiment... chanson alors? Alors c'est une chanson qui s'appelle Après la pluie, qui est une chanson qui voilà, en quelques minutes décrit l'odeur de la terre et de l'air une fois que la pluie est tombée en Martinique, et c'est bouleversant, c'est magnifique. Moi j'adore cette chanson. Et Moi, j'adore Malavoie, mais je vais aller alors, réécouter Après la celle-ci, pluie, je vois pas laquelle c'est c'est. une chanson magnifique. Mm. Et du coup, voilà, j'ai approfondi des relations qui pouvaient être superficielles, et puis il y en a certaines pour qui il y avait quelque chose depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Moi, j'ai redécouvert Marie Scondé ces 10 dernières années avec ses derniers ouvrages, et c'est aussi... Qui a reçu un prix Nobel. Voilà, donc, qui a reçu malheureusement le prix Nobel, alternatif. malheureusement mais alternatif. L'année où il a fallu Mais appeler. comme je le mets dans le portrait, en créole, on dit ça, qui savent, ceux qui savent, ceux qui ont lu Marie Scondé savent tout ce qu'elle mérite et tout ce qu'elle représente. Et donc voilà, donc c'était une manière aussi de me faire plaisir parce que j'ai pu replonger dans des textes, dans des vies, dans des interviews, dans des albums, enfin me replonger dans du Diana Ross et du Aretha Franklin pour faire ce portrait croisé, c'était quand même un bonheur. Oui. Et donc voilà, c'était évidemment, il y a toutes les contraintes de temps, écrire les portraits, le faire en un certain nombre de pages, mais tout le travail de recherche, de découverte, redécouverte a quand même été voilà, du grand bonheur. Et ça t'a pris combien de temps? Parce que c'est un travail colossal quand même pour Oui, arriver à des petits portraits comme ça, mais tout ce qu'il faut pour extraire l'essentiel. Le travail a commencé il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et le travail d'écriture s'est fait sur moins de temps, et il s'est fait de manière très intense pendant 6 ou 7 mois. Et c'est un peu mon journal du confinement, parce que le bouquin s'est achevé pendant le confinement dans des conditions pas faciles. Mais voilà, il y a eu tout un très gros travail de lecture et de relecture pendant près de 2 ans. Oui. Est-ce qu'il y en a qui avaient compté? Je me suis demandé si
il y avait un parallèle entre ton histoire personnelle et peut-être des prises de conscience par rapport à toutes les choses que tu peux décrire, de prise de conscience au niveau de l'estime de soi, au niveau de voir les choses autrement, voir l'histoire avec un grand H autrement, au niveau de la conscience politique, au niveau de... Est-ce qu'il y a des femmes qui ont compté et que tu as souhaité mettre pour passer le flambeau, pour qu'à son tour, peut-être d'autres puissent être éveillées comme... Bien sûr, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très connectés à l'histoire familiale, à la socialisation, à ma manière de grandir et de m'éveiller à la politique au sens le plus large. Angela Davis, Oui. bien évidemment, parce qu'elle a été tellement importante dans la trajectoire de ma mère. Moi, ma mère m'a toujours parlé de sa propre lecture d'Angela Davis et de ce que ça avait provoqué comme émoi, comme émotion, comme force chez elle. Et l'année des 60 ans, dans l'année des 60 ans, ma mère a assisté à une réunion à laquelle participait Angela Davis et elle revient, me dit oh, j'ai 60 ans pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Ce qui est fort quand même, ce qui est à la fois très beau et puis très douloureux. Et donc Angela Davis a évidemment une place particulière parce que j'ai vraiment grandi avec cette figure qui avait été une figure presque de sauvetage pour ma mère. Et puis d'autres, il y a Sarah Vaughan, et aussi c'est très lié à ma mère, qui adorait cette chanteuse pour laquelle il était très très compliqué de trouver des interviews. Et puis moi je suis pas une spécialiste de musique, donc c'était un portrait difficile à écrire alors même qu'il charriait beaucoup d'émotions de l'enfance pour moi. Et puis plus récemment, il y a alors Chimamanda Ngozi Adichie qui est vraiment une autrice avec qui je me suis sentie partager beaucoup de choses. C'est une femme de ma génération, c'est une femme qui écrit sur la migration et sur la race. Et j'ai l'impression qu'elle arrive à dire de manière tellement forte des choses que j'essaye de faire dans mon travail de recherche, sauf que mon travail de recherche est lu par 15 personnes et qu'elle écrit des romans à succès. Et que j'ai eu vraiment, je pense que j'ai eu un déblocage dans mon rapport à la littérature et dans le fait d'utiliser de la littérature dans les sciences sociales grâce à Chimamanda Adichie. Et tu racontes d'ailleurs qu'au moment où elle arrive aux États-Unis, sa colocataire américaine blanche, j'imagine, Oui. Je crois que tu précises pas, je sais pas, Non, et qui la regarde un peu de haut et qui est tout étonnée qu'arrivant du Nigeria, elle maîtrise aussi bien la culture pop américaine, les ustensiles de cuisine modernes. Mais c'est celle qui m'a... Enfin, Adichie... Et d'une certaine manière, Maryse Condé aussi, mais vraiment, Adichie, j'ai eu tellement de bonheur, alors même que je n'avais jamais mis les pieds en Afrique au moment où j'ai commencé à lire ses romans. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire un livre sur une Afrique qui n'est pas une Afrique magique, qui n'est pas une Afrique... c'est une Afrique dans laquelle vivent des vrais gens, dans laquelle on a du développement, du mal-développement, des autoroutes dans les années 60, on a des universités, des grèves, Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression, en fait, d'une Afrique qui n'était pas celle qu'on imagine et qu'on voit à la télé. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire ce qu'elle écrivait, lire ce qu'elle racontait sur la migration, sur le fait d'arriver de découvrir la race telle qu'elle se décline aux États-Unis quand on n'a pas grandi aux États-Unis, parce que ça fait partie aussi de mon histoire à moi, et qui avait finalement tellement de choses sur l'identité, sur la race, sur la citoyenneté, mais sur l'intimité aussi, qui étaient dites dans ces romans que... voilà, donc oui, elles ont pour la plupart quelque chose aussi, elles appuient sur des choses très, très personnelles, quasiment toutes, oui. Et alors à lire tous ces portraits, on prend conscience, si on n'en avait pas encore conscience, de l'injustice, quand même, c'est le dénominateur commun de tous ces parcours, de l'injustice flagrante, révoltante qu'ont subi ces femmes noires et des qualités exceptionnelles qu'elles ont dû déployer pour réaliser des choses extraordinaires dans le sens magnifique et dans le sens vraiment hors de l'ordinaire, puisque c'est dans tous les domaines, y compris celles qui travaillaient pour la NASA, qu'on connaît suite au film qui a été jusqu'aux Oscars et qui les a remises en valeur. Mais enfin, il a fallu attendre ça, tous ces parcours, ces trajectoires qui sont restées dans l'ombre. Donc, toutes ces qualités exceptionnelles qu'elles ont dû déployer pour réaliser des choses extraordinaires, malgré toute cette incroyable adversité et des conditions toujours iniques. Toi, tu savais déjà tout ça
en commençant évidemment le livre, mais est-ce que tu as fait des découvertes et est-ce que tu as été surprise par certains épisodes de ces vies? Oui, oui, parce que moi, je dis souvent que ce livre, je l'ai écrit en essayant d'être sur une ligne de crête, c'est-à-dire que à la fois, ce sont des femmes qui ont en commun d'avoir subi le rouleau compresseur de l'assignation raciale et qui ont fait avec en essayant de vivre, de se construire, de se déployer malgré ça. Et en même temps, je voulais pas faire un livre sur des modèles, parce que il y a plein de femmes qui n'y arrivent pas, que ça plonge dans la dépression et qui n'en sortent pas, que ça plonge dans la désespérance et qui ne s'en sortent pas, et que finalement, ça arrive à sortir de ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'était vraiment une espèce de ligne. Mais il y en a qui n'en sortent pas. Il y en a d'ailleurs. qui n'en sortent pas, ça c'est sûr. Il y a pas mal de fins tragiques dans la misère, dans la dépression. Et je pense que c'est important d'en parler parce que je voulais aussi un peu casser cette idée de la femme noire forte contre l'adversité. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Enfin, moi j'ai été... il y a des épisodes effectivement que j'ai trouvé très forts dans leur manière de se constituer des espaces de liberté, alors même que tout le monde veut les assigner à plein de choses. Moi j'ai trouvé très, très fort... ce que fait Zora Neale Hurston qui grandit dans le sud profond, mais qui grandit dans une communauté un peu autogérée par des Noirs américains, ce qui fait qu'en fait la violence raciale dans le sud, elle ne la rencontre pas frontalement en grandissant. Elle est un petit peu protégée. Ce qui la protège un peu et ce qui lui permet en fait d'exercer sa liberté dans ses romans qui ne sont pas du tout appréciés par les types de la Harlem Renaissance qui estiment qu'elle ne parle pas assez de la souffrance, qu'elle fait un portrait d'une femme autonome dans sa vie sentimentale et par rapport à la question raciale et que c'est pas acceptable. Et que de parvenir à se créer des espaces de liberté et de ne pas répondre aux injonctions, qu'elles soient celles des personnes qui vous assignent racialement ou de celles qui estiment que votre combat devrait être celui-ci alors que vous estimez que votre combat c'est autre chose. Mais moi j'ai été très très touchée par ça, par cette capacité à affirmer que eux, leur liberté. Quand Nina Simone, elle dit, moi, le seul endroit dans lequel où je suis libre, en fait, c'est la scène. Qu'elle dit, moi, je fais de certains types de musique, je fais les choses de telle manière et personne n'a à me dire ce que je suis. Mais moi, je trouve que dans le monde dans lequel elles se sont toutes déployées, c'est un acte très, très fort de liberté. J'ai appris aussi davantage les origines du carnaval de Notting Hill. Moi, le carnaval, c'est un moment que j'adore dans la vie martiniquaise. Je suis de Martinique. Et qui pour moi charrie énormément de choses, et de voir que c'est une militante politique d'extrême gauche, expulsée des États-Unis, qui crée le carnaval de Notting Hill à Londres, pour moi aussi c'était quelque chose de très révélateur, qui confirme ce rapport très politique que je peux avoir par exemple au carnaval. Et d'ailleurs, tu décris bien dans le portrait c'est Claudia Jones. De Claudia Jones, oui. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'audace. Oui, il y a énormément au niveau de l'esprit. Parce qu'elle, quand elle crée ça, tu racontes bien qu'autour d'elle, on se dit, mais enfin, ça va pas, quoi. Ça va pas, c'est pas ça le militantisme. Mais ça en va fait, pas la tête de vouloir faire un truc où on fait la fête, alors que c'est très puissant, en fait. Mais faire la fête, de parvenir à rire. J'ai même Fatou Niang, dont j'ai fait un portrait, qui, elle, a fait son mémoire d'étudiante sur le rire noir aux États-Unis et sur cette idée que en fait le fait même de rire, c'est une affirmation de liberté dans des endroits dans lesquels on ne vous permet pas ça, et que cette capacité en fait à créer et à vivre en dépit des conditions qui vous sont faites, et de dire mais nous ne sommes pas, je ne sais, beaucoup de femmes l'ont dit, mais nous ne sommes pas que des ventres. Nous sommes aussi des âmes, et qu'en fait de continuer à vivre en dépit de tout ça, non pas parce que c'est pas grave, mais précisément parce que c'est grave, mais que on affirme son humanité à travers des choses comme le rire, comme la fête, comme le fait de rire ensemble, de faire la fête ensemble. Enfin, moi, je trouve ça tellement puissant, je trouve ça tellement fort que j'avais envie aussi de parler de ces dimensions-là. Mme Fatou Niang qui a fait un excellent documentaire, Marianne Noire au pluriel. Avec des moments de grâce. Avec d'ailleurs une ou deux au moins jeunes femmes noires dont tu parles aussi. Et qui sont dans le Bintou Dembélé, voilà, la Alice chorégraphe. Diop. Oui. Ouais, tout à fait. Et vraiment, je recommande. D'ailleurs, j'avais fait au tout début de So Sweet Planet, je l'avais mis en avant. Donc, il y a le lien pour le voir en VOD, en streaming sur So Sweet Planet si vous nous écoutez, sur sosweetplanet.com. Marianne Noire au pluriel. Vous trouverez le lien, puisque maintenant on peut voir des documentaires moyennant, je sais pas, 3-4 euros. 3 euros. Oui, voilà. Donc, ça reste assez accessible et franchement, ça aussi, ça vaut vraiment le coup. Alors, avec le recul sur ces recherches et cette vue d'ensemble,
Qu'est-ce que ce tableau de toutes ces femmes t'inspire aujourd'hui? Les raisons pour lesquelles ces femmes subissent l'assignation raciale, c'est parce qu'on est dans une histoire qui est très marquée par le passé esclavagiste, qui a eu besoin de la race pour pouvoir se maintenir et qui a donné naissance aussi à la ségrégation, qui a donné naissance à tout cela. Et c'est vrai que malgré les avancées, être une femme noire en 1800, c'est pas la même chose qu'être une femme noire en 2020. Et ce serait malhonnête que de dire autre chose qu'il est important d'historiciser. Pour autant, on est parfois effectivement ramené à cette espèce de matérialité dont tu parlais, c'est-à-dire cette idée qu'on est une personne qui vit dans un corps qui est identifié comme noir, et que cela fait que la vie est plus risquée, qu'on est considéré comme plus menaçant, qu'avant même qu'on ouvre la bouche, un certain nombre de choses sont plaquées sur ça, et qu'on ne se rend pas nécessairement compte du fait que ce qui est plaqué trouve son origine précisément dans cette histoire d'asservissement d'humains par d'autres humains, et que c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler et de l'expliquer. Parce que moi, les premières fois où j'ai entendu ça, où j'ai lu des phrases de James Baldwin qui disaient que noir, c'était une construction, que ça avait été construit, en fait, je ne comprenais pas. Il a fallu que je lise vraiment les livres de James Baldwin, que je lise beaucoup d'autres choses pour en arriver à penser comme lui, et à adhérer à cette vision des choses, parce que sans explication, et les explications, il faut aller les chercher. C'est-à-dire qu'on l'a rendu tellement naturel que on se rend même pas compte, et que ce sont des catégories qui, au final, qu'on continue, noir, blanc, c'est des catégories qu'on continue de mobiliser. Et moi, je pense que c'est important de comprendre l'origine de ces catégories-là, et de voir quels effets elles continuent de produire sur les gens, sur les corps, sur le rapport à ces corps. Ce qui est délicat à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, ce dont tu parles, quand tu dis c'est important de continuer à chercher tout ça, aujourd'hui, lorsque ces explications sont formulées avec sagesse, avec bon sens, avec intelligence, par des femmes ou des hommes noirs, ça suscite des attaques d'une violence. Et les Blancs ne prennent pas beaucoup la parole pour dire la même chose, en fait, pour parler de tout ce qu'il faudrait expliquer, comment on en est arrivé là, tout ce qu'on véhicule, tous ces clichés que l'on continue de perpétuer, de où ça vient. On ne comprend pas pourquoi il y a une telle arrogance et une telle violence lorsque je pense surtout à pas mal de jeunes femmes noires ces dernières années qui ont voulu prendre la parole sur ces sujets, qui ont voulu faire des travaux de recherche dans les universités sur ces sujets. Bon, on a vu tout ce que ça peut déclencher. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce d'énorme malentendu. Et effectivement, des gens comme Rokhaya Diallo, ou je pense à Maboula Soumaoro dans son face-à-face avec Finkielkraut. Et moi, je la trouve d'un calme assez incroyable. Mais en fait, il y a cette espèce d'incompréhension sur le fait que en gros, on a comment le dire, j'essaie de le dire simplement, mais on est renvoyé au fait qu'on serait différentialiste, qu'on voit la race partout et qu'on est tellement susceptible. On dit, mais attendez, non, j'essaie de vous expliquer en fait un état de fait, le fait que tout cela a un impact sur nos vies, que ça structure votre langage et votre manière de voir des gens, et l'expliquer en fait, c'est pas dire que c'est bien, c'est pas le justifier, mais on l'explique parce que, et on le fait nous. Et effectivement, ça, c'est quelque chose moi, je pense que la violence qui se dégage à partir du moment où, déjà, quand les femmes prennent la parole de manière générale, et alors quand c'est des femmes noires, c'est démultiplié. Oui, elles cumulent. Il y a une espèce de cumul de la violence, parce qu'on considère que c'est pas légitime, qu'elles racontent n'importe quoi, qu'elles exagèrent, que vraiment que faire des différences, que si on continue à faire des différences, on va c'est ce qui sépare la société. Mais en fait non, la séparation, elle vient du fait que ces différences, elles sont imposées aux gens. Les gens, ils naissent pas en se disant je suis noir. Les gens, et d'un coup, ils découvrent que dans le regard d'autres, qu'ils sont noirs, et que être noir est globalement moins bien qu'être pas noir. Et c'est là que se logent les choses. C'est dans cette découverte d'une grande violence que font un certain nombre de gamins et de gamines
en France, y compris dans leur propre famille, parce qu'on est dans un pays où il y a effectivement beaucoup de mélange. Et en fait, on comprend que le fait que tout le monde se mélange, c'est pas ça la solution au problème, puisque des gamins et des gamines rencontrent ça au sein de leur propre famille. Et que moi, j'estime que Avec le colorisme, tu veux parler? avec le colorisme, avec les mamans qui disent « Ah là là, qu'est-ce que c'est que ces cheveux difficiles ?» avec le tonton raciste, avec toutes ces choses-là. Et puis, moi, j'estime qu'en racontant toutes ces vies, puis ces manières de vivre, toutes ces questions, je donne un peu des armes, non seulement à ces gamins et gamines qui subissent ça dans notre pays, mais à ceux qui les aiment, à leurs amis, à leurs camarades, qui sont pas nécessairement noirs eux-mêmes. C'est pas un bouquin pour les noirs, mais c'est vraiment un livre qui permet finalement de ce que beaucoup de jeunes en fait comprennent, de mieux appréhender le monde dans lequel ils vivent et de comprendre comment il est né ce monde-là. Et donc voilà, enfin c'est vraiment, en tout cas pour moi, à ça que sert le bouquin. Oui, il sert à plus de choses que... Notamment. Oui, entre autres, il sert à ça. À moins d'être complètement insensible, en fait, on ressent beaucoup d'émotions à la lecture de ces parcours de vie. Et bien qu'il y ait quand même beaucoup de souffrances et de fins tragiques, hein, surtout dans les premières, là, hein, Ouais. alors là, vraiment, c'est le courage de ces femmes. On sent aussi une formidable énergie. Et j'ai été personnellement vraiment éblouie par leur audace, leur courage, leur force, avec tous ces murs qui se dressent en permanence pour les empêcher de réaliser ce qu'elles souhaitent réaliser ou d'être comme elles ont envie d'être ou comme elles sont. Et donc, moi, j'ai vraiment été éblouie par leur audace, leur courage, leur force, leur créativité, leur intelligence, leur capacité d'abnégation. Et tu réussis bien à faire ressortir l'éclat de la beauté de ces vies, même si ce sont des femmes qui viennent vraiment, on peut dire quelquefois, je pense à Billie Holiday, tu parlais de Sarah Vaughan, de toutes c'est terrible quand elles sont en tournée. J'avais lu un livre sur les premières femmes noires dans le jazz aux États-Unis, où toutes, en fait, il y avait un nombre de portraits incroyables, et toutes, elles avaient cette même réalité à affronter, c'est-à-dire qu'elles faisaient leur tournée. Alors soit, si c'était un groupe que des Noirs, mais ils vivaient la même chose, soit si elles tournaient avec des Blancs, comme tu l'expliques, les Blancs allaient à l'hôtel, allaient au restaurant, elles n'y avaient pas accès, donc elles devaient trouver où se loger, elles devaient passer par des escaliers de secours pour arriver sur scène, parce qu'il ne fallait pas qu'elles se mélangent dans la salle avec les gens qui étaient venus les écouter. C'est toutes ces humiliations... et elles se font maltraiter, elles se font piétiner, leur valeur est niée. Je dois avouer, j'ai eu les larmes aux yeux sur plusieurs portraits, en fait. Mais vraiment les larmes aux yeux. Hein. Je pense notamment à Antonia Pantoja, oui. Pantoja, que je ne connaissais pas. Portoricaine. Fanny Lou Hammer, Oui. Paul Marshall. Et en fait, on est saisi et on termine la lecture de chaque portrait époustouflé, révolté évidemment, et admiratif, parce qu'en fait, qu'elles aient été plus ou moins connues, plus ou moins célèbres, ne crée pas vraiment de différence entre elles dans la façon dont tu les présentes, car dans leur parcours, ce sont d'autres valeurs et d'autres exploits qui t'ont intéressé. Donc c'était un parti pris j'imagine, de mettre le curseur valeur, justement, pas du tout sur la question notoriété, célébrité, même si on a aussi Serena Williams, tu parles de Rihanna, de pas mal de... Oui, disons que pour chacune d'entre elles, moi, ce que j'ai trouvé très, très touchant, c'est qu'il y avait effectivement certaines dont on se souvenait aujourd'hui, mais qui avaient été oubliées un temps, parfois 20 ans, parfois 30 ans, parfois davantage que ça, mais que ce qu'il y avait en commun, c'était effectivement des nécessités parfois de trouver des réponses au sort qui leur était fait. Et que parfois, le fait d'être très, très connu n'avait pas empêché de rencontrer des épreuves et des humiliations, comme tu le disais. Et puis que les réponses qu'elles trouvaient étaient parfois les mêmes que celles de femmes qui étaient beaucoup moins connues, et en fait les mêmes que celles de toutes les anonymes qui sont derrière ces portraits-là, parce que derrière ces portraits, il y a toutes les autres, toutes les anonymes, toutes celles du quotidien qui elles aussi, ont eu à faire face à tout ça. Et c'est vrai que, voilà, moi, il y a des portraits de femmes pour lesquelles j'avais plus de distance. Je pense à Joséphine Baker ou à Michelle Obama, tout en reconnaissant les symboles qu'elles étaient. Moi, c'est aussi des personnes qui pouvaient me déranger dans certaines dimensions. Joséphine Baker, parce que moi, j'ai toujours levé les yeux au ciel en voyant l'image avec les bananes, les danses et tout.
en me disant, mais vraiment, enfin, cette espèce d'engouement qu'on peut avoir en France pour elle me dépasse, jusqu'à ce que je lise des choses sur son rôle, enfin, la manière dont elle-même jouait de ce racisme à la française, de ce goût pour l'exotisme, pour l'autre, avec un A majuscule, une forme de racisme très très à la française, et puis qu'elle c'était aussi une femme d'affaires, c'était aussi une businesswoman Une résistante. et avant même d'être résistante, mais qui servait un peu la soupe aux Français qu'elle avait bien compris. Et moi je trouve que ça rajoutait quelque chose on n'était plus dans l'image un peu naïve que je pouvais avoir auparavant, avant d'être elle-même résistante, ou Michelle Obama, cette espèce de truc un peu parfait, cette croyance dans le fait que si on se comporte bien, on peut s'élever, etc. J'avais l'impression qu'elle prenait pas la mesure du fait qu'elle était elle-même qu'elle avait elle-même une trajectoire assez exceptionnelle. Et puis en même temps, cette espèce de contrôle en permanence qu'elle représente, c'est qu'il n'y a jamais rien qui doit dépasser. Il n'y a jamais rien qui doit dépasser parce qu'on ne lui pardonnera rien. Oui. Et que ça, elle en a une très, très forte conscience, et que elle, son choix, ça a été qu'il n'y ait rien qui dépasse. Jamais. Et que ça aussi, c'est un reflet de l'histoire de la race et du racisme aux États-Unis, et que ça mérite d'être dit. Que c'est pas juste Michelle Obama, c'est génial. Michelle Obama, c'est la femme caricaturée, c'est la femme qui, si elle se permet le moindre écart, ou à chaque fois qu'elle s'est permis le plus petit écart, se fait vilipender. Et que c'est important de le dire, c'est important de le montrer, parce que être une femme noire dans l'espace public, ce n'est pas une mince affaire, que ce soit ici ou aux États-Unis. Oui. Et alors, ce qui interpelle, c'est que, comme le souligne Aïssa Maïga dans la préface de ton livre, elle dit « Nombre de ces portraits se télescopent avec des luttes actuelles ». Ça, effectivement, on se rend bien compte, là. Et par exemple, dans les premiers portraits, là, il y a le portrait d'Harriet Tubman, une ancienne esclave qui s'est enfuie et qui a réussi à passer la frontière du sud au nord des États-Unis, là où elle pouvait vivre libre, et qui a par la suite délivré des centaines d'hommes et de femmes de l'esclavage en les faisant passer du sud au nord par un réseau ferroviaire clandestin. Une histoire aussi complètement incroyable. Elle, je la connaissais par contre, mais à la fin de son portrait, tu rappelles, son visage apparaîtra très probablement sur les billets de $20. Elle serait la première femme noire à avoir cet honneur. Et si mes souvenirs sont bons, donc ce projet a vu le jour sous la présidence de Barack Obama, et puis sous la présidence de Donald Trump, c'est en stand-by, là. Oui, tout à fait. Oui, c'est en stand-by, donc c'est un processus qui est assez long de changer une tête. Puis en plus, c'était pour remplacer en plus un ancien président qui est le modèle de Trump, Jackson, et qui est quand même se caractérise par sa responsabilité, le fait qu'il était esclavagiste et sa responsabilité dans le déplacement des populations Native Americans aux États-Unis, qui a organisé une espèce d'énorme déplacement, qui est aussi un épisode assez peu connu de l'histoire des États-Unis. Et donc oui. Donc moi je pense que c'est une chose qui va advenir. Mais c'est incroyable ce qui se joue en fait, de symbole sur ce billet. C'est ça, mais c'est qu'on voit que plus d'un siècle et demi après la fin de la vie de cette femme, qu'on est quand même malgré tout, que ça reste compliqué, que ça reste, on a l'impression qu'aux États-Unis, quand même on arrive à tellement de choses, mais en fait même ça reste un élément de conflit, de division. Alors même qu'on pourrait penser que c'est une figure assez consensuelle, et que de fait, il y a plein de bouquins pour enfants sur elle. Enfin, c'est une figure qui est très souvent convoquée, y compris par Trump dans ses discours, dans certains de ses discours de l'Union. Mais en fait, même les figures de femmes noires considérées comme très consensuelles ne font pas consensus jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est un des enseignements du travail de recherche pour ce livre. Oui, et puis qu'on voit bien quand même qu'il y a de la part de certaines parties de la population blanche toujours un refus quand même violent et de l'abus de pouvoir, de refuser à des personnes qui ont autant le droit d'être dans l'histoire avec un grand H, mais que lorsque ce sont des personnes noires, la place, il faut ouvrir au forceps, quoi, pour que la place soit gagnée et reconnue. Et ça prend du temps quand on réfléchit aux premières luttes pour inscrire cette histoire, notamment pour les États-Unis, africaine-américaine, dans l'histoire générale. C'est les premières initiatives à date du 19e siècle. Il y a une fameuse lettre écrite par Ida B. Wells, qui a aussi un portrait avec Frédéric Douglass, ancien esclave, un abolitionniste important,
sur une espèce de grande foire mondiale qui va avoir lieu aux États-Unis à Chicago et pour laquelle on relègue les Noirs dans une espèce de pavillon au fond et puis ils disent mais en fait on fait partie de ce pays et nous sommes citoyens de ce pays au même titre que tout le reste. Et que ça c'est effectivement Donc à quelle époque ça? C'était fin du 19e, Oui, c'était Frédéric dans Douglass-Hole. les années 1880. Voilà. Et nous, un peu plus tard, on faisait près de Paris, à l'exposition universelle, des villages où on présentait Tout à fait. ce qu'on appelle maintenant des zoos humains. Et de manière générale, c'est vrai que d'une part, on a l'impression que cette histoire-là, elle est très distante, où on n'y croit pas vraiment, enfin que tout ça c'est très loin. Et puis on se rend pas compte à quel point elle a quand même largement façonné le monde dans lequel on vit, y compris aujourd'hui. Et que ça, je pense que c'est important, le fait que la caricature coloniale continue à être celle qu'on a en tête pour caricature, enfin, qu'on caricature des gens et qu'on caricature des Noirs, pourquoi pas. Mais en fait, la caricature qu'on déploie de manière générale, c'est une caricature coloniale, les grosses lèvres rouges, etc. etc. D'ailleurs, Mame Fatou Niang, dont nous parlions tout à Bien l'heure, sûr. se bat par rapport à cette Par rapport représentation cette à fresque l'Assemblée qu'il y a à nationale. l'Assemblée nationale, Oui. bien sûr. Et c'est vrai, moi je l'ai écrit plusieurs fois sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas Oui. que c'est déplacé. Oui, que ça n'a pas sa place là. Non. Que peu importe, c'est curieux, cette peu importe résistance l'intention de reconnaître. de l'auteur, et qu'il ne s'agit pas là de censure, mais de dire en fait une œuvre commémorative. Alors, on parle d'une fresque de l'artiste Di Rosa à l'Assemblée nationale. Une fresque commémorative ne peut pas être une caricature, même si c'est le style de l'auteur, de l'artiste, qu'on aime ou pas. Mais en fait, on ne commémore pas avec de la caricature. Enfin, en tout cas, il y a un problème à ça, et en particulier à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est étonnant, c'est à quel point c'est difficile d'en discuter de façon sereine. Quoi. Oui, c'est inaudible pour beaucoup. Oui. Alors pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs des courses d'obstacles que ces femmes ont menées, j'aimerais bien qu'on revienne, si tu veux bien, assez rapidement aussi, mais sur quelques-unes et que tu nous en dises quelques mots. Alors par exemple, j'avais entendu parler d'elle au pluriel, mais j'étais tellement sidérée par les sœurs Nardal. Ouais. Paulette Nardal. Alors là aussi, on s'étonne qu'il n'y ait pas eu plus, j'ai fait des recherches sur Internet, qu'il n'y ait pas eu plus de documentaires, de livres. C'est juste incroyable aussi leur parcours, ce qu'elles ont fait, comment elles ont imprimé l'histoire et comment c'est quasiment... c'est invisibilisé, quoi. Ça reste dans l'ombre, on ne les connaît pas, on ne sait pas. Je parle du grand public, pas Bien de sûr, personnes qui s'intéressent déjà de très près à tout ça. Mais c'est vrai que... Alors à titre en forme de boutade, j'ai une amie qui disait il y a quelques années, je pense qu'il y avait une 15e ou 16e école qu'on appelait Rosa Parks en France. Elle disait mais c'est fou quand même, c'est-à-dire que on veut essayer d'élargir un peu le type de dons qu'on donne aux écoles, mais on va chercher aux États-Unis. Alors moi j'ai un portrait de Rosa Parks qui est vraiment très intéressante, mais en fait, en France aussi, on a des gens qui ont fait des choses, qui ont fait des écrits, qui se sont mobilisés contre le racisme. Et effectivement, Paulette Nardal, Jeanne Nardal, ce sont des femmes des années 20, des années 30, qui ont contribué également très très fortement au mouvement de la négritude, que ce soit en termes très pratiques ou en termes théoriques. Ce sont des autrices, ce sont des militantes. Et en fait, on n'a pas besoin de traverser l'océan pour trouver un paquet de femmes si on veut donner des noms aux écoles. Raconte-nous un petit peu ce qu'elles faisaient. En fait, ce sont des femmes qui venaient de la petite bourgeoisie martiniquaise et qui, dans les années 20, sont venues étudier à la Sorbonne. Donc, ce sont les premières femmes noires à avoir été diplômées de la Sorbonne et qui, en fait, ont découvert dans ce Paris de l'entre-deux-guerres, qui est un Paris dans lequel se rencontrent plein de gens issus des mondes coloniaux, qui ont rencontré des étudiants ou des ouvriers africains, du reste des Antilles, puis qui ont monté des revues, qui ont fait salon aussi, qui ont fait se rencontrer en fait des militants, des syndicalistes, des auteurs, et qui ont permis en fait à des tas de gens de se rencontrer et qui ont permis l'émergence. Elles ont notamment permis l'émergence du mouvement de la négritude dans l'entre-deux-guerres et où elles ont écrit des textes aussi théoriques sur la question du racisme, la question raciale, son articulation à la question coloniale. Donc ce sont des autrices, des théoriciennes, des militantes qui sont après reparties en Martinique, militer également, et qui sont des militantes féministes également. Et ce mouvement de la négritude, les rares fois où on entend, c'est très masculin, donc on entend oui, Césaire, c'est Senghor, toujours les trois mêmes noms, parfois Damas, mais pas toujours, mais très très peu les femmes. À la fois Suzanne Roussy Césaire, la femme
d'Aimé Césaire ou les sœurs Nardal, en Qui effet. écrivait elle aussi. Qui écrivait elle aussi, et dont Le je nom fais n'est un pas portrait, resté. et dont le nom n'est pas resté. Alors, il y a eu un bouquin il y a une dizaine d'années de Daniel Maximin, mais qui a pensé à la Caraïbe, à la question coloniale, qui a écrit du théâtre. Enfin, faut dire, c'est des femmes brillantes du milieu de la première moitié du XXe siècle et qui sont passées effectivement à la trappe pour le grand public. Oui, alors que c'était vraiment des révolutionnaires. Elles avaient un esprit de tellement libre et tellement tout Oui, ce qu'elles tout à ont fait. initié Et qui ont initié énormément de choses. dans leur qui salon ont- à Clamart. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi de Antonia Pantora? Antonia Pantora. Oui, alors c'est sans doute celle qui est la moins connue. En fait, moi, c'est une femme que j'ai, alors pas rencontrée physiquement, mais qui est une des figures importantes de mon travail de thèse qui portait sur les Antillais en France et les Portoricains aux États-Unis. Et c'est une militante portoricaine qui est arrivée aux États-Unis dans les années 40 et qui a en fait été une espèce de, de militante. Elle a monté tout un tas d'organisations. Elle a aidé, elle était travailleuse sociale au départ, elle était enseignante puis travailleuse sociale, et elle avait vraiment dans l'idée que la plupart des travailleurs sociaux en fait n'avaient aucune idée des réelles conditions de vie de la communauté portoricaine qui était assez importante, qui est une communauté citoyenne, parce que les Portoricains sont des citoyens américains, c'est aussi un peuple colonisé par les États-Unis, et qui en fait s'est mis à aider les gens à monter des organisations pour défendre leurs droits, en allant de communauté en communauté. Donc c'est une femme qui est incroyable, qui est un peu comme une bergère qui va de communauté en communauté, qui organise les gens et puis qui après va sur des questions de discrimination dans l'école, enfin qui a fait vraiment plein de choses. Et ce que j'avais trouvé très marquant dans sa biographie, dans son autobiographie, c'est qu'elle racontait que d'une part, sa lutte était aussi celle de la lutte d'une femme afro-portoricaine, parce qu'il y avait aussi beaucoup de racisme à l'intérieur de la population portoricaine. À Porto Rico, c'est une île dans laquelle il y avait une toute petite minorité d'esclaves, et où c'est une population qui se définissait, s'identifiait comme blanche très largement. Et puis, c'est aussi une femme qui n'a jamais révélé, jusqu'à son autobiographie, qu'elle était lesbienne, elle a vécu pendant 30 ans avec sa compagne, mais C'était un cumul aussi là de. Voilà, que c'était vraiment qu'elle cumulait et qu'elle se disait que c'était pas la lutte du moment, donc elle luttait comme portoricaine, mais qu'en fait elle n'osait pas le faire comme femme lesbienne, vivant en couple pendant plusieurs dizaines d'années avec celle qui l'a accompagnée et soutenue toute sa vie. Et j'avais trouvé ça vraiment bouleversant de penser que cette femme qui a tant donné aux siens ait pu malgré tout se dire il faut que je cache le fait que j'aime une femme, et parce que j'ai pas envie que ça entrave la lutte. Et voilà, moi j'avais trouvé ça très, très douloureux en fait comme type de choix, très injuste. Et j'avais envie de parler d'elle, même si effectivement elle est beaucoup moins connue, en tout cas en France. Oui, oui, non, c'est très touchant aussi ce parcours. Et les années 60 donc marquent un tournant, c'est la seconde partie, clamée Black is Beautiful, de 1960 à 1980. Le principe de séparation devient illégal en 1964 aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on n'est pas plongé dans cette histoire tout le temps, je me suis dit mais c'est si tard. C'est si tard, et effectivement la fin de la ségrégation, elle intervient. On rappelle pour celles de Oui, ceux. c'est-à-dire que en gros les Tout Noirs était américains. séparé, hein, les bus, les toilettes, Alors on oui, avait deux parties, les blancs, les noirs. en particulier dans le Sud, les Noirs américains sont citoyens, ont droit à l'égalité depuis les années 1860, mais dans les faits, il y avait de la ségrégation, et on estimait que si le principe c'était séparés mais égaux. Donc si les Noirs ont droit d'aller à l'école, ont droit au transport, etc., ils ne sont pas obligés d'être dans le même wagon que les Blancs, etc., mais, sauf que des écoles noires étaient de toute façon de bien moins bonne qualité. Donc la ségrégation était assez générale, en particulier dans le Sud. Et en fait, ça devient inconstitutionnel à partir des années 60. On dit le principe séparé mais égaux n'est pas valable. Et effectivement, on se dit mais mince. Donc on a des gens qui sont pas si vieux que ça aujourd'hui, hein, qui ont une soixantaine d'années, qui ont vécu ça, qui ont été dans des écoles séparées, ou qui ont été les premiers noirs de leur école et qui se sont fait insulter pendant qu'ils allaient à l'école.
Tout à l'heure, on parlait de James Baldwin, et c'est vrai que dans le film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, il parle de cette photo de cette jeune fille qui a 14 ans, qui est une gamine, et qui va à l'école, et qui se fait insulter. On voit la haine des gens qui lui hurlent dessus, parce que les gens ne veulent pas de noirs dans leurs écoles. Et c'est effectivement une histoire très récente, mais qui n'est pas terminée, parce que maintenant, ça se fait de manière beaucoup moins violente, mais y compris en France, on est dans des stratégies de contournement de la carte scolaire qui, sans être le fait de hurler à des gamins « on ne veut pas de vous dans nos écoles », revient malgré tout à ça. Oui, et puis ça m'a touchée aussi parce qu'à un moment, tu parles, je ne sais plus de quelle femme il s'agissait, et tu racontes cette petite fille qui arrive à l'école, et puis il y a une femme, c'est à l'école ou je ne sais plus, dans l'espace public, et il y a une femme blanche qui la regarde d'un air très dédaigneux, d'un air dégoûté. Oui, et la petite fille cherche, oui voilà, et elle cherche... ce qui peut dégoûter autant cette femme. Voilà. Et elle se rend compte que c'est elle, que c'est sa propre personne qui suscite le dégoût dans le regard de cette femme en face d'elle. Voilà, et en fait cette histoire, il y a quelque temps j'avais des séances de kiné et je parlais de ça parce que je connais quelqu'un dans mon entourage qui l'a vécu, puisque c'est toujours d'actualité malheureusement ce genre de situation. Et mon kiné me dit « Oh mais ça n'existe plus ». Et je trouvais ça incroyable et je me suis dit « Mais oui, mais en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience. » Et là, on est en 2020. En 2020, en France, on a encore des réactions de ce type. Et quelle violence pour une petite fille innocente qui voit du dégoût dans le regard d'une personne juste par la couleur de sa peau. Juste par rapport aux années 60, là, qui est quand même aussi une période vraiment très importante et où Black is Beautiful, il y a aussi tous ces artistes noirs là, il y a beaucoup de documentaires portraits maintenant sur Netflix. J'ai regardé Sam Cooke récemment, et Sam Cooke, je le connaissais en tant qu'artiste, mais je connaissais pas du tout toute cette vie d'engagement et tout ce qu'il a traversé aussi. C'est un super documentaire d'ailleurs. Et en fait, en voyant tout ça, je me disais que dans le monde blanc, dans nos médias, j'ai l'impression que de ces années 60 et de toute cette conscience qui émerge et de toutes ces luttes et ces combats qui ont été portés d'Angela Davis et de toutes les autres autour moins connues mais qui se sont battues, nous, c'est souvent la dimension esthétique en fait que l'on garde de cette période. La dimension, tu sais, Angela Davis le prend en l'air, la coupe afro dans la musique. On ne prend pas la mesure. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là en termes de vêtements. Moi, ma mère, elle allait s'acheter des perruques. Elle n'avait pas les cheveux assez crépus, donc elle achetait une perruque pour avoir le bel afro. Mais comme Angela Davis. C'est aussi que ce moment où ces gens apparaissent dans la presse imprimée. Bon, ma mère, elle disait aussi... elle trouvait qu'elle ressemblait beaucoup à Diana Ross plus jeune. Alors, ma mère vivait à Dunkerque. Et en fait, elle faisait croire que c'était quelqu'un de sa famille, parce qu'elle avait des yeux comme ça, un peu des grands yeux comme Diana Ross. Et c'est la première fois que, comme ça, dans la culture vraiment populaire, interviennent ces figures qui sont mobilisées, en fait, des Noirs mobilisés, il y en a depuis le 19e siècle. Mais là, d'un coup, ils deviennent cool, ils sont à la télé, ils font des chorégraphies pas possibles. Enfin, quand Claude François raconte que c'est en voyant Otis Redding à la télé qu'il se dit « Ah non, mais en fait, il faut que je fasse ça ». Enfin, je veux dire, d'un coup, il se passe quelque chose et on est dans cette affirmation de Black is Beautiful, en fait, a un tel impact sur les gens que je comprends effectivement qu'une partie de la dimension politique échappe un peu et qu'on soit sur cette espèce de fascination qu'on peut avoir par cette émergence de stars belles, sûres d'elles-mêmes, qui intervient à ce moment-là, en effet. Donc après, c'est la troisième partie, donc donner de la voix de 80 à 2000, et on voit vraiment cette progression au travers des différentes luttes qui évoluent au travers de ces destins de femmes. Et puis, et à signer No More, année 2000, et là, tu nous permets d'entrer dans la complexité dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis très attachée à l'historicité. Ça, c'est mon côté prof de sciences sociales. Je suis très attachée au fait de ne pas dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passait hier, parce que c'est pas exactement la même chose. De montrer les liens, les legs, les héritages, mais c'est pas la même chose. Et moi, je trouvais ça important de montrer qu'aujourd'hui, on est à la fois à un niveau de discussion, de théorisation autour de ces questions, autour des identités, de la race, du féminisme noir, etc., et que du coup il y a du débat, il y a des discussions. Toutes ces femmes ne seraient pas d'accord entre elles si elles étaient toutes dans un salon à discuter, et qu'elles ont le droit à complexifier aussi ces questions, ces enjeux, les manières d'y répondre, et que donner de l'humanité aux gens, c'est aussi montrer comme se déploie la complexité dans la manière de penser
toutes ces questions-là. Et donc vraiment, je pense que ce qui se passe effectivement depuis les années 2000, c'est que d'une part, on a une démultiplication des figures médiatiques noires, malgré tout, qu'on a, si on veut passer 2 ans à ne lire que des femmes noires, on peut faire ça. Très clairement, et puis que du coup ça permet de débattre, de discuter. On parlait de Maboula Soumaoro, moi j'ai eu des discussions passionnantes avec elle, on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut avoir une discussion qui n'est pas dans l'hystérie ambiante qu'il y a en France entre communautarisme et universalisme abstrait. On est dans du vrai, et en fait de montrer ces différents points de vue, de montrer que être une femme noire, en fait ça veut dire plein de choses différentes, que ça veut dire, en fait, c'est suffisamment large comme éventail pour représenter l'universel. Je pense que c'est quelque chose, c'est un enseignement des 2 dernières décennies. Et c'est justement cette richesse, en même temps, je trouve que c'est assez drôle de voir qu'on a du mal à, quelquefois, à l'admettre, alors qu'on ne demande pas aux Blancs d'être tous d'accord quand on parle de l'histoire. Ou quand je ne vois pas pourquoi ils devraient parler d'une seule voix. C'est ça. Et c'est ce que dit un peu Kazé dans le portrait que j'ai fait d'elle, qui est... alors du coup, on voit 3 noirs qui discutent ensemble et on voit 3 noirs, on voit pas 3 personnes. Oui, c'est ça. Qui discutent, qui échangent, qui sont d'accord, pas d'accord. C'est 3 noirs. Oui. Et ben non, en fait, et redonner de l'humanité aux gens, c'est aussi ça. Après, moi, je pense que précisément dans tout cela, il s'agit de savoir. Enfin, voilà, je pense que la question très très basique, dans quel type de monde voulez-vous vivre, la manière d'y répondre. Guide votre manière d'envisager ou pas l'importance de la lutte contre le racisme. Si vous estimez que c'est pas grave de vivre dans un monde dans lequel il y a ces différenciations, effectivement, on n'est pas du même côté. Voilà, je pense que Des vies de combat, femmes noires et libres, aux éditions L'Iconoclaste de Audrey Célestine. Et c'est magnifique pour prendre conscience, pour s'ouvrir un peu l'esprit, pour aller voir, se décentrer et surtout être inspiré. Le mot peut-être semble galvaudé, mais c'est très puissant. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit blanc ou noir, on a besoin de vies si fortes qui se sont profondément libérées de schémas de pensée, de tout un tas de choses pour arriver à simplement bien vivre ensemble, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Audrey Célestine, bonne continuation. Je te laisse partir pour Lille. Pour Lille, oui. Voilà, pour pas que tu sois en retard, tu as un train à prendre. Merci et beaucoup. Puis vraiment c'est magnifique, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.